Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. D'abord, lancement ce lundi des travaux de l'atelier de validation de l'avant-projet portant code de l'urbanisme et de construction en République démocratique du Congo par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Ce nouveau code aura pour objet de régir toutes les actions en matière d'urbanisme et de construction dans les villes et communes. Cet atelier de 2 jours devra permettre aux participants de réfléchir sur les principales innovations à introduire dans ce nouveau code. Suivez. En République démocratique du Congo, les lois régissant le secteur de l'urbanisme datent de l'époque coloniale. Et pour corriger ce dysfonctionnement, le gouvernement de la différence réunit les experts du secteur pour proposer un nouveau texte adapté aux réalités. Lancée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka ce lundi à Kinshasa, elle a appelé les participants à des contributions conséquentes. Le but visé par cet atelier est surtout de recueillir les avis et suggestions des différents acteurs concernés sur le contenu de l'avant-projet de loi portant code d'urbanisme et de construction. Il est également question de poursuivre les actions tendant à l'adhésion de nos populations aux innovations contenues dans ce texte, notamment grâce à une large communication sur les médias nationaux pendant et après ces assises. Le gouvernement attend des participants non seulement des avis et suggestions, mais surtout la validation de l'avant-projet du texte, objet de vos travaux, et ce, en vue des formalités préalables à sa soumission au vote du Parlement. Pour ce faire, le gouvernement compte sur chacun d'entre vous. Kofi Nouve, responsable en chef des opérations à la Banque mondiale, a salué les efforts du gouvernement congolais dans la réalisation des infrastructures physiques visant l'amélioration des conditions de vie des populations. Ces assises nationales de 48 heures sont organisées par le ministère de l'Urbanisme et Habitat avec l'appui du projet Kin Elenda, l'assistance technique et financière de la Banque mondiale et de l'ONU Habitat. Pour Crispin Badou, ministre de l'Urbanisme et Habitat, ces travaux répondent aux besoins criants du secteur. Face à la caducité et à l'obsolescence des lois coloniales régissant l'urbanisme, le gouvernement, sous votre coordination, à travers mon ministère, a initié la rédaction d'un avant-projet de loi devant servir de cadre légal de référence pour la planification urbaine ainsi que la gestion des milieux urbains. Le texte qui sera issu de cette dernière étape de concertation pourra ainsi être présenté aux autres structures du gouvernement et devenir le projet de loi portant code d'urbanisme et de construction à soumettre à l'examen et au vote du Parlement. L'un des 6 engagements majeurs repris dans la vision politique du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est d'avoir plus d'accès aux services sociaux de base. Il s'agit de réhabiliter le citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité. Perturbation des transports à Kinshasa ce lundi. Pour une bonne circulation des Kinois, le gouvernement décide de ravitailler en carburant Transco et Transacademia et paiement des arriérés de salaire. Les revendications des transporteurs privés se plaignant des tracasseries routières ont été examinées pour des solutions idoines. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a réuni quelques membres du gouvernement, réunion à laquelle a pris part le gouverneur de la ville de Kinshasa. Suivez. Perturbation de la circulation ce lundi matin dans plusieurs coins de Kinshasa. Le gouvernement condamne les attaques de certains paisibles conducteurs qui n'ont pas respecté la grève sauvage initiée par des transporteurs privés. Autour de la première ministre Judith Suminwa, ce lundi, se sont retrouvés les membres du gouvernement des secteurs concernés à qui elle a au préalable donné des instructions pour évaluer la situation et trouver des solutions urgentes afin de rétablir de l'ordre, a indiqué Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa. Il était question de brosser la situation, comme cela s'est relevé ce matin, par cette grève que nous qualifions
sauvage parce qu'il n'y a pas eu un préavis, alors que nous avons un cadre de concertation au niveau de la ville où le gouverneur entretient des relations directes avec les opérateurs privés et vont dans le secteur de transport urbain. Et quant aux tracasseries, nous tenons à soulever ici, il est juste des questions de contrôle de routine des agents de transport. Et d'ailleurs, cette mission-là ne concerne que la pratique de affichage des itinéraires pour éviter les demi-terrains et affichage aussi de prix. Donc voilà, pour éviter les os. Alors de ce contrôle-là, alors il s'est avéré qu'il y a eu une petite incompréhension auprès des chauffeurs, mais le cadre est mis en place pour que nous puissions poursuivre des arrangements afin que tout rentre à la normale. Au nombre de dispositions prises, Transco va être urgemment ravitaillé, annonce le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Vous savez aussi que l'État intervient à travers Transco, mais qu'il existe aussi Transacademia, qui est dédié spécifiquement aux étudiants. Donc il était question, par exemple, pour le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, de faire le point des discussions avec les différents syndicats, notamment ceux de Transco, pour voir dans quelle mesure cette société peut opérer pleinement. Il y a eu des revendications qui ont été données, notamment en ce qui concerne l'attitude du comité de gestion dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Des décisions seront prises à ces propos, mais très rapidement, le vice-premier ministre de l'économie a dit avoir mis à disposition quelques mètres cubes de carburant permettant à l'entreprise d'être soulagée, et que 2 mois d'arriérés observés à ce niveau-là seront apurés. Des arrangements ont été faits, les revendications des grévistes ont tendu pour trouver une voie de sortie allant dans le sens de garantir à la population des moyens de déplacement dans les heures qui suivent. Et le directeur général de Congo Airways, qui était suspendu par le conseil d'administration, a repris son pouvoir. Le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, a annulé cette décision pour irrégularité. Suspendu par le conseil d'administration de Congo Airways, le directeur général, Louis José, recouvre la pleine mesure de son pouvoir. La décision est celle du ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa Tongba, qui a minutieusement analysé les dispositions légales en la matière. Le ministre a rappelé que la loi numéro 08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, spécialement en son article 13, alinéa 1er, dispose: le président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, les cas échéants, révoque sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres les mandataires publics des entreprises publiques du portefeuille de l'État, ce qui conforte le parallélisme des formes et des compétences. Le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa Tongba, a noté d'ores et déjà que cette décision du conseil d'administration de Congo Airways était entachée d'irrégularité parce qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article 492 de l'acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupe d'intérêt économique, tel que révisé à ce jour, méconnaissant celle de l'article 916 du même acte uniforme, en vertu desquels les lois et règlements du pays en la matière s'appliquent aux entreprises publiques transformées en sociétés commerciales. Maluku change de visage au jour le jour. Cette zone économique spéciale pilote compte à ces jours 12 industries qui y sont installées en prélude de l'inauguration incessante de l'usine de production de Pepsi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le ministre de l'Industrie, Louis Watum Kabamba, a effectué une visite d'inspection à cette zone pour s'imprégner de l'évolution des travaux d'industrialisation de cette entreprise. Betty Amani, reportage. C'est une visite d'inspection du ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, Louis Watum Kabamba, à la zone économique spéciale pilote des Maluku. Cette visite qui a pour objectif d'évaluer les niveaux d'exécution des travaux qui s'effectuent dans les différentes entreprises qui y sont installées. Les patrons de l'industrie ont fait la ronde de tous les sites en commençant par les bâtiments administratifs de l'ASES en chantier, suivi de l'entreprise chinoise Saphir, fabricant des carreaux et faïences. L'entreprise indienne Varum Pepsi RDC a bénéficié aussi de la visite du ministre dans le cadre de l'inspection technique. Il était important que je vienne voir comment l'industrialisation de notre pays est en train de se faire. Et nous avons trouvé une usine qui est prête à être inaugurée. La primaire sera bien entendu réservée au chef de l'État, son Excellence
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous nous sommes rendus compte de la qualité des travaux sur terrain, de la qualité du produit. La ronde de Louis Watum Kabamba s'est clôturée par le chantier de l'entreprise Refriango, productrice de boissons sucrées. Le directeur général de l'ASES, Ogi Bolanda Minga, s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. Sans fausse modestie, nous sommes très satisfaits. Aujourd'hui, Maloukou est transformé. En sortant ici, vous allez voir les jeunes gens devant la porte là en train de chercher du travail. Pour un coût global évalué à 70 millions de dollars américains pour sa première phase, cette usine de Pepsi a une capacité de production hebdomadaire de 1,2 million de bouteilles et va créer 600 emplois directs et 1500 emplois indirects. Plus rien ne sera comme avant dans les rues de Lubumbashi. La mairie de cette ville a lancé la campagne de sensibilisation sur le civisme routier et de nettoyage des routes et des lieux publics. À Lubumbashi, Alain Bikaï, explication. La ville de Lubumbashi retrouve peu à peu son image datant d'une ville propre et d'une ville qui respecte les normes grâce aux efforts de la maire intérimaire Joyce Tunda Chansa. Désormais, les piétons doivent traverser sur la bande peinte en jaune ou en blanc pour aller sur l'autre bord de la route. Le dimanche 28 juillet 2024, les agents de l'ordre étaient mobilisés sur les routes de cette ville pour sensibiliser et orienter les passagers sur de nouvelles mesures qui doivent prendre habitude. La population salue cette initiative qui vise à protéger tous les louchois ainsi que les chauffeurs de savoir qu'ils ne sont pas seuls sur la route et d'assurer ainsi les droits de tous les usagers, véhiculés ou non. Je salue donc sa façon de faire les choses. Je crois que ça fait partie aussi de la protection de la population et aussi ça fait partie d'une bonne mesure qui aide notre population à connaître des normes et savoir les codes de la route. De l'autre côté, les camions nettoyeurs de l'hôtel de ville ont procédé à la douche dominicale pour rendre salubres les différentes artères principales de la ville de Lubumbashi comme chaque dimanche. Cette démarche prend de plus en plus de l'ampleur à Lubumbashi. Les Louchoises et Louchois, premiers bénéficiaires de cette réforme, saluent à juste valeur le leadership de la première citoyenne de la capitale qui préfère. Lubumbashi Wantashi, Lubumbashi à jamais salubre. Pendant ce temps, les responsables de différents services de la présidence de la République suivent depuis ce lundi à Saint-Pierre-Claver à Gombe le séminaire budgétaire exercice 2025. La cérémonie d'ouverture de ces travaux a été présidée par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État André Ouamesso, Pierre Kibambesomoe, Coco Molicho. À l'initiative du directeur de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo Kamole, un séminaire sur les prévisions budgétaires exercice 2025 est organisé à l'intention des membres du cabinet de la première institution de la République. Les travaux ont été lancés par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État chargé des questions économiques et financières André Ouamesso, dans le cadre recueillant du couvent Saint-Pierre-Claver à la Gombe. Les participants à ce séminaire vont pendant 4 jours recueillir et échanger sur les budgets de chaque service dans le cadre du plafonnement des dépenses publiques afin d'éviter tout dépassement budgétaire. Chaque service sera ainsi appelé à dépenser selon la limite de crédit lui allouée. Le budget global de la présidence de la République qui sortira de ces assises sera défendu à l'Assemblée nationale. Le conseiller principal chargé de l'économie et finances, Léon Kankolongo Moulaja, et des responsables de différents services de la présidence prennent part à ces séminaires. Alors, monsieur Afi, vous allez... Le haut représentant de l'autorité morale de la plateforme électorale et politique Alliance des acteurs attachés au peuple AAAP, Tony Kankou Chikou, a présidé ce dimanche une réunion avec tous les membres de ce méga regroupement politique. Des questions de l'heure ont été abordées. Malumbela, explication. Autour du haut représentant de l'autorité morale de la PEP AAAP, Tony Kankou Chikou, le président des regroupements politiques, les membres élargis aux parlementaires et ministres issus de cette méga plateforme politique, objectif
construire et maintenir une bonne communication entre les membres de la PEP AAP pour un climat serein. Occasion pour Tony Kankuchikou d'exhorter tous les membres à préserver l'esprit de collaboration et de solidarité pour être en accord avec la devise de la PEP AAP, à savoir loyauté au chef de l'État, autorité morale de la PEP AAP, la discipline et l'efficacité. Autre question abordée, l'élection du bureau définitif du Sénat. À ce sujet, la PEP AAP propose que la date de cette élection soit modifiée pour permettre à tous de bien se préparer. Il s'est agi de pouvoir regarder de quelle manière nous pouvons constituer le bureau du Sénat, dont les élections sont prévues d'ici 4 ou 5 jours. Après avoir examiné la situation par rapport aux enjeux de l'ère, la plateforme électorale PPAP a estimé que le bureau provisoire du Sénat puisse postposer l'organisation des élections pour quelques jours au regard de la température chaude que traverse le pays sur le plan politique. Parce qu'il y a des partenaires qui ont des problèmes. Si nous pouvons permettre à ce que le bureau provisoire du Sénat puisse reporter les élections au moins d'une semaine, ça permettra qu'il y ait sérénité dans tous les camps politiques pour que nous puissions arriver à former un ticket valable. Le président de la PEP AAP, Laura Batumona, a signifié que c'est pour l'intérêt de tous et pour promouvoir un climat de paix dans le processus de l'installation du bureau du Sénat que la PEP AAP a fait ses plaidoyers avec un sens élevé de patriotisme. Et puis, atelier de validation du rapport national pour l'examen périodique universel de la République démocratique du Congo. Rapport à présenter au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en novembre prochain. La ministre des Droits humains, Maître Chantal Tchambou-Mavita, a donné le go pour ses travaux ce lundi. Cet atelier réunit le ministère des Droits humains et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Suivez. Créé en mars 2006 par la résolution 60/251 de l'Assemblée générale des Nations unies, l'examen périodique universel est conçu pour encourager, soutenir et développer la promotion et la protection des droits de l'homme dans chaque pays. C'est en effet un mécanisme du Conseil des droits de l'homme qui incite chaque État membre à procéder tous les 4 ans et demi à une évaluation par les pairs de son bilan en matière de droits de l'homme. La République démocratique du Congo, qui se prépare cet événement à travers le ministère des Droits humains, a déjà franchi plusieurs étapes dans l'élaboration de son projet de rapport national, a confirmé la ministre sectorielle, Maître Chantal Tchambou-Mavita. Plusieurs étapes ont été déjà franchies, notamment celle de la récolte des données sur l'ensemble du territoire national, suivi de la rédaction du projet du rapport national de la RDC pour le 4e EPI, aujourd'hui soumis à votre validation. Notons que l'EPU permet régulièrement à chaque État de rendre compte des mesures prises pour améliorer la situation des droits de l'homme à l'échelle nationale et pour surmonter les obstacles à l'exercice des droits de l'homme. Aussi, recevoir des recommandations d'autres États membres des Nations Unies, s'appuyant ainsi sur des contributions de différentes parties prenantes et des rapports de précision en vue d'une amélioration continue. De l'autre côté, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la professeure Marie-Thérèse Sombo, a conféré avec l'ambassadeur français à Kinshasa sur les projets prioritaires qui seront financés par l'Agence française de développement. La question de coopération universitaire a été aussi abordée au cours de cette réunion. 95 millions d'euros, c'est les fonds disponibilisés par l'Hexagone par l'entremise de l'Agence française de développement pour soutenir les enseignements supérieurs et universitaires en République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que la ministre en charge de l'enseignement supérieur et universitaire, professeur Marie-Thérèse Sombo, a échangé avec les diplomates français en poste à Kinshasa sur les projets prioritaires qui seront développés avec les concours du ministère français des Affaires étrangères. Nous voulions faire le point avec la ministre sur cette dynamique. Donc des projets importants ont été lancés, un projet de 15 millions d'euros avec l'Agence française de développement, d'autres projets qui reposent sur d'autres instruments financiers du ministère des Affaires étrangères français. Nous avons plusieurs projets, par exemple l'Institut supérieur de la mode, nous voulons développer des formations d'enseignement supérieur dans le domaine des mines, dans le domaine des questions urbaines.
Il y en a d'autres en cours. Les sciences de l'ingénieur sont une des priorités qui sont touchées par l'ensemble de nos projets. C'était pour nous une priorité stratégique. Quand le président Macron était venu ici à Kinshasa en mars 2023, il avait 4 ministres avec lui, dont la ministre de l'enseignement supérieur. C'est dire à quel point c'est une priorité pour nous. Depuis son avènement à la tête de ce ministère, Marie-Thérèse Sombo-Mukuna est déterminée à donner une nouvelle impulsion dans ce secteur. L'indice national de vulnérabilité sociale est un outil essentiel pour la mise en œuvre de politiques publiques. Le sujet a fait l'objet d'ateliers initiés par les ministères des Affaires sociales et de la Santé. Cédric Kinina, reportage. L'amélioration des conditions de vie sociale et l'emploi pour un grand nombre. Deux concepts clés dont les résultats sont tributaires de l'indice de vulnérabilité sociale. Le sujet était au cœur de cet atelier des renforcements des capacités et raisonnement des bails et des constructions de l'indice de vulnérabilité sociale organisé conjointement par les ministères des Affaires sociales et de la Santé. Alice Mirimo, ADG du Fonds national de promotion et des services sociaux, représentante de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, estime que ces assises vont permettre d'inverser la pyramide à travers la mise en place des politiques sociales adaptées. Nous sommes en train d'exécuter un projet social très important, le projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, que le gouvernement vient de négocier avec la BAD. Le premier objectif, c'est d'assainir ces chaînes d'approvisionnement, d'amener les diligences des chaînes d'approvisionnement de responsables, où il n'y a pas de personnes vulnérables, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de vieillards, il n'y a pas de tous ceux qui seraient exposés aux dangers qui sont dans des sites miniers. Une fois produit, cet outil référentiel sur l'indice national des vulnérabilités sociales fera l'objet d'un test a priori à Kinshasa, ensuite dans 2 autres provinces pilotes, notamment le Haut-Katanga et le Lualaba. Debout et rayonne de la lumière de la Pentecôte, voilà le thème retenu à l'occasion de 50 ans du renouveau charismatique en République démocratique du Congo. Cadre choisi, l'Université catholique du Congo, UCC. Jacques Kawaba, Maurice Mbewa. Prière, adoration, aussi introspection et détermination. C'est la grande célébration à la hauteur de la première convention du renouveau charismatique catholique dans la ville-province Kinshasa. Cadre choisi, l'Université catholique du Congo, ICC. Thème retenu, debout et rayon de la lumière de la Pentecôte. Les orateurs qui se sont succédés à la tribune, Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, révérende sœur Judith Myriam de Côte d'Ivoire, frère Jean-Christophe Sakiti du Togo, mais l'abbé Léonard Saté, directeur de l'ICC, ainsi que Julien Yave, ont édifié les uns et les autres à travers ces thèmes importants qui cadrent avec les 50 ans du renouveau charismatique en RDC. Prenez conscience que vous avez un pays béni. Vous avez tout au Congo et que vous n'avez pas besoin d'aller en Belgique ou en Chine ou au Qatar ou à Dubaï pour être riche. Vous avez tout. Et prions aussi pour nos autorités politiques et administratives pour qu'ils mettent en place des structures qui permettront aux Congolais de mettre en valeur les richesses qu'ils ont. Et dans ce sens, prions aussi pour la fin de la guerre. Parce que d'autres, pour pouvoir profiter des richesses du Congo, viennent s'installer, monter des rébellions. Et pendant qu'on se bat contre eux, ils exploitent les richesses. Et ce n'est pas du tout bon. Rappelons toutefois que la particularité des assemblées du renouveau charismatique, conduites aussi bien par des prêtres que par des laïcs, réside dans l'organisation des séances de prière, des louanges, de l'écoute de la parole de Dieu et de l'effusion du Saint-Esprit en communauté. Direction la province du Kwilu pour parler de cette messe d'action de grâce avec Jacques Kawaba. Le diocèse d'Idiofa vient de s'enrichir de 5 prêtres et de 5 diacres. Tout ce que cette cité compte comme autorité politique et religieuse ont fait le déplacement de l'esplanade de la cathédrale Saint-Kizito, l'église ne pouvant accueillir ce grand monde venu de partout. Aux ordinants,
Monseigneur José Moko Ikanga, évêque d'Idiofa, les a exhortés à devenir les amis de l'Eucharistie et de la célébrer pour le bonheur du peuple de Dieu. Exhortation leur a été faite également de faire preuve d'abnégation et du don de soi. Ordonner des prêtres et des diacres, c'est assurer la relève dans les services que nous avons à rendre au peuple de Dieu. Lors de la retraite, nous avions rappelé à tous nos prêtres que nous avons à vivre profondément et davantage une église synodale. Et dans cette église synodale, les sacerdoces des services a une place très importante. Vous savez que les prêtres sont des ministres de l'Eucharistie. Et c'est l'Eucharistie qui fait l'église. Et donc en avoir comme ça 5 qui arrivent et savoir que l'année prochaine, si Dieu le veut, nous en aurons encore 5. Chaque année, des ministres de l'Eucharistie qui arrivent, pour un évêque, ça ne peut qu'être une joie. Le diocèse d'Idiofa est situé dans l'ouest de la République démocratique du Congo, dans la province ecclésiastique de Kinshasa, avec plusieurs actions sociales au bénéfice des fidèles catholiques de cette partie du pays. Et dans la province du Bandundu, une femme a accouché des triplés. C'est une reproduction abondante qui devient un cas social. Le gouverneur intérimaire de Kwilu, Félicien Kiwaji, accompagné de ses ministres, sont allés remettre une assistance à cette famille. Reportage signé RTNC Kwilu. Ce jeudi 25 juillet 2024, le gouverneur intérimaire de la province du Kwilu, Félicien Kiwayi Mwadi, s'est rendu à l'hôpital général de référence de Bandundu pour visiter une femme qui a donné naissance à des triplés. Il était accompagné de quelques membres du gouvernement provincial, parmi lesquels le ministre provincial de la Santé, Arnold Kapalati, la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Manessa Marie-Thérèse, ainsi que la commissaire provinciale de la police, Madame Angèle Yangbonga. Le chef de l'exécutif kwilois a apporté dans sa gibecière divers objets utiles pouvant servir à la période du postpartum de Madame Magui Mampoto, tels que des médicaments, des pagnes, du savon, un étendoir communément appelé sèche-linge, une couverture, ainsi qu'une enveloppe contenant une importante somme d'argent. Ce geste a été vivement loué par la bénéficiaire qui a exprimé sa gratitude envers le gouverneur des provinces pour sa grande générosité. Il est à noter qu'un des 3 bébés est malheureusement décédé quelques heures après l'accouchement, mais les 2 autres se portent en parfaite santé. Suivant ce journal avec cette page sportive, le tournoi de football loisir Vivre Ensemble organisé par Kédric Chirouza, coordonnateur de la Fédération nationale des jeunes en charge de l'implantation, a livré son verdict. Hier dimanche, la finale s'est jouée et c'est l'équipe de Moamba qui l'a remportée. Suivez. C'est dans la plus grande réussite que le tournoi de football loisir Vivre Ensemble, organisé par Kédric Chirouza, coordonnateur de la Fédération nationale des jeunes en charge du recrutement, implantation et suivi de nouveaux adhérents de l'Union pour la nation congolaise UNC, s'est clôturé dimanche. Sur le terrain Ultra Football Center dans la commune de la Gombe, la finale de ce tournoi a opposé la jeunesse de l'interfédération de la ville-province de Kinshasa et l'UNC, district de Moamba. Le vainqueur du tournoi, l'équipe de Moamba, a en dehors de la coupe remportée bénéficié d'une cagnotte de $1000. Le coordonnateur de la Fédération nationale de la jeunesse en charge du recrutement, implantation et suivi de nouveaux adhérents a déclaré sa plus grande reconnaissance envers tous ses camarades du parti pour avoir répondu à son appel. Oui, effectivement, l'objectif a été atteint. Vous avez vous-même vu les résultats. Nous sommes tous ici. Toutes les structures sont représentées et nous sommes fiers de ce que nous avons pu accomplir jusqu'à-là. Toutes les félicitations, Moamba. Toutes les félicitations. J'en profite pour féliciter aussi le grand Gabi Mabengi. Je pense qu'il les a encadrés pour qu'ils arrivent à ces résultats-là. Donc, toutes les félicitations à l'équipe. Avec beaucoup de joie. Il a personnellement signé tous les brevets que j'ai remis. Il nous montre à quel point il nous accompagne. Il est en déplacement, malheureusement. Et nous savons que nous sommes de cœur avec lui. Donc, cette même reconnaissance, Kédric Chirouza l'a également exprimée au président national, le professeur Vital Kamere, pour son soutien sans faille à la réussite du tournoi.
En football, après la remise en silence et à huis clos des entraînements le 22 juillet 2024, l'association sportive V-Club a lancé officiellement sa saison devant ses supporters présents en bon nombre au stade Tata Raphaël Jason Mayele Bakasika. Le plus grand voyageur est celui qui revient différent, dit-on. Et pour le voyage long et rude que sera la saison 2024-2025, l'AS Vita Club de Kinshasa se veut différente et meilleure que la saison dernière. C'est ainsi que la direction véclubienne a procédé le dimanche 28 juillet dernier au stade Tata Raphaël au lancement officiel de la saison lors d'une cérémonie importante pour les Verts et Noirs de la capitale. Venus en grand nombre. Lors de cette cérémonie, le public a fait connaissance des acteurs qui vont porter en Coupe de la Confédération comme en Ligue 1 le poids mythique de cette institution footballistique qu'est l'ASV Club. 26 joueurs au total dont 18 nouveaux venus se sont joints aux 8 rescapés de la saison dernière. Alors que sur le banc, le Marocain Abdeslam Ouadou demeure l'entraîneur des Dauphins Noirs. À la tête du comité de coordination des Banavea depuis seulement décembre 2023, l'artisan du renouveau vécu bien Amadou Diaby a appelé tous les Verts et Noirs à l'unité. Gagner l'AS Vita Club cette saison au stade des Martyrs, au centre au stade Tata Raphaël, serait très difficile. C'est pourquoi je vous demande d'être unis, tout en étant d'un seul père et d'une seule mère. Je vous demande de nous entraider et de nous tenir main dans la main. Restons tous unis, peu importe les difficultés. Nous sommes sans ignorer que l'AS Vita Club est créé depuis 1935. Nos parents ont fait quelque chose pour cette équipe à leur époque et nous aussi sommes appelés à créer l'histoire de l'AS Vita Club en notre temps. Après cette présentation, les Dauphins Noirs vont installer leur QG à Tunis pour la préparation de la nouvelle saison. Du feuilleton tournoi interdirectionnel au sein de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, dans la finale qui a opposé la direction financière à la direction technique. Les techniciens se sont imposés sur le score de 2-1 sous le regard de la directrice générale de cette entreprise publique, Mimi Monga. Suivez ce reportage signé Marthe Mwangaza. Initié par la direction générale dans le but de resserrer les liens et les travailler ensemble entre tous les agents et cadres de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, le tournoi de football interdirectionnel lancé depuis le mois de mai a connu son épilogue le samedi 27 juillet au terrain Oudjana du stade de Tata Raphaël. Pour la directrice générale Mimi Monga Numbi, cette discipline sportive est comme la clé de cette démarche. La direction financière a croisé les fers avec celle technique pour tenter de remporter la prestigieuse coupe. Hélas, la direction technique, l'équipe la plus vue sur le terrain, a fini par s'imposer au coup des sifflets final sur un score de 2-1. La directrice générale adjointe de l'ONAPAC, Berthe Kennedy, a procédé à la remise du trophée. Avec ces rapprochements avec les agents, ça s'appelle rapprochement de l'unité. Donc nous avons gagné, l'ONAPAC a gagné. Et sur ce, nous disons, nous voulons l'ONAPAC, nous aimons notre pays, nous protégeons notre cacao, nous protégeons notre café, nous protégeons notre vanille, nous protégeons tous les produits à l'exportation pérenne qui est sous tutelle de l'ONAPAC. C'est sous une parfaite satisfaction que l'organisateur de ce tournoi suivait les différentes prestations. À noter finalement que la direction agronomique s'est emparée du bronze après sa victoire face à la direction des ressources humaines sur un score de 3-1. Pour terminer, les 24 députés nationaux de la province du Congo central s'engagent à soutenir les deux grandes institutions publiques provinciales en prônant la cohésion provinciale et la paix sociale dans cette partie du pays. Propos tenus par le président du caucus des élus nationaux Né Congo, c'était au cours de fructueux échanges avec les chevaliers de la plume de Matadi. Pierrot Mbouyou Saïdi, reportage. Le président du caucus des députés nationaux de la province du Congo central, l'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo, s'emploie à booster au quotidien les aspects positifs d'une cohésion provinciale efficace entre les élus, gage de sa ferme volonté de voir le processus du développement durable et intégral de leur province se concrétiser et devenir une réalité multisectorielle imposable à tous. Fort de cette feuille de route législative, cet élu du territoire de Mbanzangungu a pris langue et échangé à bâton rompu avec une brochette de chevaliers de la plume du Congo central autour de diverses thématiques et matières, à même de faciliter l'intégration et la cohésion provinciale chez tout le Congo
et puis de paix sociale. Nous avons des grands enjeux au Congo central. Et c'est comme ça que j'ai convaincu mes amis pour dire que désormais, nous voulons changer le paradigme. Nous allons accompagner l'Assemblée provinciale, si elle travaille bien pour les intérêts de la population, on va applaudir. Le gouverneur, s'il est sur la bonne voie et qu'il travaille pour l'intérêt de la population, nous allons applaudir. Si les gouverneurs s'écartent de la voie, nous allons nous insurger. Donc nous nous mettons seulement du côté de la population et rien que du côté de la population, mais le gouverneur n'est pas l'ennemi du caucus. Le gouverneur, nous voulons l'accompagner, nous voulons l'aider, nous voulons aussi le conseiller. À travers cette vision républicaine axée sur une cohésion professionnelle efficace, l'honorable Pierre Ntsumbu caresse le vœu de voir cette philosophie nationaliste gagner toutes les couches sociales de sa province. Ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à André Njeka qui était à la réalisation et la partie technique était assurée par Henri Alimassi, Alain Sodi sous la coordination de Jacques Kabouaba. Demain matin à 7h pour la première livraison d'informations, vous suivrez Mireille Ndeke. Bonne suite de programme sur votre chaîne, la radio-télévision nationale congolaise.